Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons notre troisième partage sur le sujet de organisation à partir d'une perspective psychique. Et pour commencer ce partage, je voudrais mentionner quelque chose qui m'est apparu lors de la dernière interview qu'on a faite il y a 2 jours. Et à la personne à qui on a demandé êtes-vous en contact avec votre être psychique, il nous a répondu moi c'est mère. Et à partir du moment où je me connecte à mère, je suis en contact avec mon être psychique. Donc je voudrais commencer cette discussion simplement en offrant la possibilité de continuer à réfléchir sur une possible organisation à Auroville à partir de l'être psychique ou d'un champ psychique et voilà, d'offrir cette discussion à Mère, à Auroville et au monde entier. Cette question est évidemment au centre et d'une nouvelle étape d'Auroville pour moi. C'est celle qui a manqué pendant toutes ces dernières années et je pense en effet ce qui m'est venu parce que évidemment c'est quelque chose qui continue de travailler après nos réunions et ce qui m'est venu c'est retourner à ce début d'Auroville où Mère était dans son corps, dans sa présence physique était là et les problèmes du collectif étant vraiment très présents, il y a eu un virage qui s'est opéré environ 1 an et demi après le début de la collectivité d'aspiration, alors que c'était le chaos vraiment au niveau humain. Et en désespoir de cause ou en espoir nouveau, on peut dire, on a écrit à Mère en lui disant « Écoute, on a besoin de te voir et on a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre et on voudrait en parler. » Et tout de suite, Mère a répondu en disant « Venez ». À partir de là, ça a duré 6 mois, toutes les semaines. Il y a eu, en fait, justement, cette volonté de la part du collectif de poser des problèmes au niveau supérieur d'une réelle aspiration. Et les réponses de Mère que j'enregistrais à l'époque, quand on revenait à aspiration dans le collectif, tout le monde se réunissait, on méditait ensemble sur les réponses de Mère, sur cet entretien qu'il y avait eu. Et pour moi, ce passage a été réellement la possibilité d'aller au-delà de nos difficultés, de trouver un nouveau souffle, une nouvelle aspiration qui allait directement à l'essentiel en fait, c'est-à-dire vraiment à ce besoin de se référer à un autre niveau de connaissance, de réponse en fait, qui est justement psychique. Donc, il m'est venu cette semaine en fait le fait de revenir sur cette possibilité de poser nos problèmes collectifs à travers en effet une organisation où il y aurait des groupes, où il y aurait des personnes, les Aurovilliens intéressés pourraient prendre ça en charge et essayer de se réunir dans un silence autour de ces questions en appelant Mère. Et alors je dois dire que hier est venue une vidéo qu'a posté Muriel sur des entretiens de Mère. Et l'entretien, c'était comment faire face à nos difficultés, comment les résoudre. Et je dois dire, ça a tellement résonné en moi que l'essence de la réponse de Mère, c'était « à toi Seigneur, à toi ». C'est-à-dire que au plus haut de notre possibilité, on s'adresse à notre divinité intérieure, à Mère, et là, les réponses, elle dit, mais tout devient simple à ce moment-là. Et je crois que c'est la réponse la plus essentielle, la plus aussi proche de nous, en tant qu'Aurovilliens, pour peut-être aller dans un autre processus qui créerait cette espèce de vacuum d'aspiration pour des réponses à un autre niveau. Et peut-être directement même dans la matière, en fait, les réponses.
Donc je résonne assez fort à ce que dit Claude, mais peut-être pas d'une façon formelle, mais disons, ramener la présence de mère dans le collectif. Pour être un peu plus concret, parce que là c'est plus une inspiration que j'ai essayé d'exprimer. Peut-être on pourrait relier ça à, en effet, des groupes qui auraient donc plus la responsabilité de travailler à ce niveau-là et d'être un peu les groupes d'aspiration à recevoir des réponses. Alors, est-ce que ça vient après par réponse dans la matière? Est-ce que ça vient, comme le dit Mère d'ailleurs, une fois qu'on a fait ce travail et ce mouvement, les réponses viennent à travers différents moyens. D'identifier, de créer un processus de groupe collectif qui, avec des gens qui seraient volontaires pour ça et qui pourraient en fait devenir un peu ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, et avec un groupe qui aurait un peu la responsabilité, alors je l'appellerai pas le groupe des sages, mais disons des gens qui ont une certaine capacité d'unification, de synthèse, et qui pourraient reprendre un peu tous ces éléments pour finalement, sur des questions aussi concrètes. C'est pas seulement des aspirations, parce que notre travail de cette époque avec Mère, c'était des questions vraiment concrètes. Et donc là, l'enjeu serait de justement reprendre ces questions concrètes et les poser à un autre niveau d'aspiration pour avoir des réponses venant d'un autre niveau. Et alors après, en effet, c'est une organisation collective qui serait peut-être au centre de quelque chose qui après ferait des groupes de travail, mais qui partirait de là, comme un peu de centre d'aspiration du collectif qui donnerait un peu la note juste des réponses. Il me vient une question. Pour certaines personnes, il y a une forme d'évidence dans le rapport à Mère. Soit parce qu'on l'a rencontrée, soit parce qu'on ressent une forte affinité envers elle et une reconnaissance de Mère, mais tout le monde ne l'a pas. Il y en a qui vont avoir un fort rapport avec Sri Aurobindo et ont du mal avec Mère. Donc là, entre nous, ça nous paraît tout à fait naturel de parler de Mère et de se référer à Mère. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde raisonne de la même façon. Et effectivement, comme on a déjà parlé ensemble dans les séances précédentes, il y a des gens qui sont venus à Auroville ne sachant pas forcément consciemment ou à l'avant de leur personne pourquoi ils viennent ici. Ils sont amenés ici, ils sont guidés là, puis après, au fur et à mesure de leur vie ici, ils créent un lien, ils créent une relation, puis ça prend du sens. Il y en a qui vont dire 30 ans ou 40 ans après, je réalise pourquoi je suis venue à Auroville, ou que toutes ces années j'ai fait du yoga, ou quel est le lien. Et du coup, la question que je me pose, c'est évidemment comment rallier ou comment rassembler, comment ignite, allumer cette même dévotion qu'on peut ressentir, ce don de soi qu'ont pu ressentir les gens quand ils ont rencontré Mère, et comment est-ce que ça leur a complètement transformé leur vie et l'énergie dans laquelle ils travaillent, dans laquelle ils respirent, dans laquelle ils sont. Et du coup, c'est facile, d'une certaine façon, de dire on se reconnecte à ça pour aller de l'avant ensemble, chacun d'entre nous. Mais je sais pas comment faire
pour que cette atmosphère-là soit suffisamment palpable pour que tout le monde s'y connecte. Référence à Mère ou référence à Sri Aurobindo, peut-être c'est pas ça vraiment le problème. La question, c'est une question d'attitude que les gens peuvent accepter ou pas, d'avoir cette attitude de référence à quelque chose à une conscience plus haute. Ce dont Auroville a besoin, c'est comment est-ce qu'on connecte à cette conscience plus élevée dont Mère nous dit qu'elle est la plus efficace sur tous les plans. Elle nous dit c'est celle qui peut me régler les problèmes les plus matériels de la façon la plus efficace. Parfois les gens pensent que les pensées élevées c'est bien pour... Non, elle dit c'est ce qu'il y a de plus efficace dans tous les cas. Donc la question c'est et c'est pour ça que je parlais d'atmosphère, on peut parler d'attitude, c'est comment est-ce qu'on crée, et ça c'est pas évident, comment est-ce qu'on crée à Auroville une sorte d'acceptation collective qu'il faut essayer de rechercher ensemble un accès ou une influence ou la capacité de recevoir une influence qui va guider en phase de problèmes, en phase de choix, en phase de décisions collectives. Je crois que c'est un petit peu ça la question, tu vois. Et je te dis, on a eu des expériences de meetings où il y a des gens qui parlent, et puis à un moment donné, par rapport à une question qu'on s'est posée collectivement, quelqu'un dit quelque chose, et à ce moment-là, c'est tout de suite, c'est pas besoin de voter, pas besoin de... C'est « Ah oui, voilà, c'est ça. » Et ça, c'est un petit ou un grand état de grâce. Et d'ailleurs, on sent que tout le monde il y a une espèce de... un moment où on sent que les gens sont contents, ils sentent cette chose-là, tu vois, et comme si on a réussi quelque chose, tu vois. Et ces moments de grâce-là, pour moi, c'est l'accumulation de ces moments de grâce, surtout s'ils peuvent être vécus collectivement, qui peut être la méthode d'Auroville, tu vois, qui n'est pas une méthode, si on peut dire, mais cette manière d'aborder les choses. Au fond, c'est beaucoup la manière qui est une question. Et je crois que à Auroville, on a souffert à un moment donné du fait qu'il y a un aspect politique qui est entré, une idéologie. Et l'idéologie est redoutable. Tu vois, l'idéologie des bâtisseurs de la ville à tout crin et l'idéologie de ceux qui résistaient contre ça, à tort ou à raison. Parce que dans les faits, ni les uns ni les autres n'ont tort ou raison, c'est juste des manières différentes d'aborder le problème, mais qui se sont durcies avec l'espèce d'âpreté du mental qui, du coup, n'écoute plus et n'est pas intéressé vraiment au dialogue avec les autres. Et je me rappelle, il y avait un exemple extraordinaire pour moi, c'était quand un architecte, donc que je ne citerai pas, avait fait l'effort d'étudier des possibilités d'application pratique de la galaxie en tenant compte des problèmes de terrain, et que ce rapport, qui était un rapport assez détaillé, fouillé, qui avait demandé beaucoup de travail, avait été donné au groupe qui à ce moment-là était en charge du développement d'Auroville. Et quelque temps après, quand cette personne a demandé, bon, bah alors, est-ce que mon rapport, ah bah oui, non, mais le groupe, il y a des gens dans le groupe qui voulaient même pas le regarder. Et ça, je veux dire, c'est vraiment la quintessence de ce qu'Auroville ne doit pas être, tu vois. Et donc, ça montre à quel point, à un moment donné, malheureusement, on est parti dans cette chose-là qui a été quand même, je crois, assez destructrice au total, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on peut créer l'atmosphère tout à fait différente? Voilà, c'est ça qui pour moi est important. Oui. Peut-être juste
en référence à ce rapport à Mère et Aurobindo, j'aime bien cette phrase de Mère qui dit appelez-le comme vous voulez, mais bon, appelez-le le divin, mais j'aime bien cette perfection que nous voulons devenir. Et ça à tous les niveaux, je pense que tout le monde peut l'entendre. Tout le monde peut s'y appliquer dans le rapport aux autres, dans son travail, dans cette perfection que nous voulons devenir. Je crois que là, on parle vraiment de l'attitude première au cœur de chacun, individuellement et collectivement, et je crois qu'on se rejoint tous pour dire que je pense qu'on a tous signé, mentalement ou énergétiquement, on a tous signé pour être les instruments de la conscience divine, en étant auroviliens, newcomer, auroviliens. Pour moi, il y a une membrane qu'on a passée où on s'est mis d'accord là-dessus. Et je pense que si on met ça au cœur, ainsi que la charte, ainsi que d'autres documents essentiels qui nous ont été légués par Mère et par Sri Aurobindo, non pas des documents, mais un esprit, une guidance profonde, mais qui donne le cœur, qui donne cette note. Pour moi, la note, on l'a. La guidance, on l'a. Et après, commencer par dire, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas, nous, en tant qu'humains, ce que ça veut dire et comment ça se traduit. Et pour moi, c'est vraiment, je prendrais les choses vraiment étape par étape et poser le b.a.-ba de nous sommes des instruments et nous ne savons rien en tant qu'humains pour l'instant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça voudrait dire shifter les meetings. Enfin, si on se rend compte, c'est avant tout, en tout cas, passer par une phase où le silence devient la base, plutôt que on parle, et parler, c'est la base. Parler, c'est quelque part une forme de savoir, une forme d'amener quelque chose. Et je pense que de shifter nos dynamiques qui paraissent basiques, mais qui, selon moi, sont très, très, très profondes, et de se rencontrer sur vraiment un océan de silence avec cette posture de nous ne savons pas et nous sommes ces êtres humains et nous voyons les bulles qui vont venir et qui vont venir s'exprimer sur des questions essentielles telles que l'organisation collective. Je trouve que ce serait pour moi une base très très saine de se dire et si on repartait de zéro comme j'en parlais la dernière fois, et si on arrêtait tout quelque part. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout s'il y a des besoins, on peut avoir des groupes qui continuent, c'est pas la question. Mais si on se met d'accord pour partir d'une page blanche, à quoi ça ressemblerait? Avec des choses au cœur telles que nous sommes des instruments individuellement et collectivement, nous ne savons pas, et puis le monde devient d'une intensité telle que vraiment on ne sait pas, on a des choses à découvrir. Et il y a un potentiel aussi du fait de s'asseoir tous ensemble. Il y a un potentiel du fait de s'asseoir individuellement, chacun chez soi et en soi. Mais le fait de s'asseoir tous ensemble dans cette posture-là, personnellement, je trouve ça extrêmement puissant. Juste comme base. On a aucune, pour l'organisatrice, on n'a aucun trait, mais je trouve ça extrêmement puissant. Et après, de voir, encore une fois, avec des phases de réflexion, des phases de contemplation, des phases de méditation, des phases de créativité, où tous ensemble, on crée ce mouvement où on va voir qu'est-ce qui nous enchanterait de co-créer. Et voilà. Donc, je n'ai pas les ingrédients de ça, mais pour moi, cette base-là, poserait une base déjà vachement saine et le fait de re-rentrer dans une expérimentation. Et parce que là, quelque part, les gouvernances qui se sont succédées à Auroville, pour moi, il y a des formes, on est rentré dans des fixations et des patterns qui se sont fixés alors qu'on savait qu'elles avaient leurs limitations et on ne s'autorisait pas à les revoir. Et ça, pour moi, il y a quelque chose où à Auroville, non. Pourquoi est-ce qu'on garde quelque chose de la même manière qu'on a nos patterns individuels toxiques? Pourquoi je les garde, quoi? Donc, comment est-ce qu'on peut poser ce genre
de nouvelles dynamiques. Et pour moi, encore une fois, c'est pas une question de groupe. Les groupes, honnêtement, ça me fait peur. Au niveau de conscience dans lequel nous sommes, il y a toujours ces décollements de la tête avec le corps, toujours. J'ai toujours vu ça. Et pour moi, le cœur de la gouvernance, c'est quelles sont les dynamiques qu'on nourrit et qui vont lier notre gouvernance individuelle et notre gouvernance collective. Me revient en mémoire, on cite beaucoup Kirit en ce moment, mais voilà, il revient en mémoire à ce moment-là, dans ce que tu dis, Elisa, quand il avait proposé à ce qu'on resigne et qu'on refasse un pledge. Kirit. Il avait proposé à ce qu'on resigne, tous collectivement, individuellement, qu'on reprenne un engagement par rapport aux idéaux d'Auroville, qu'on fasse un peu tabula rasa et qu'on dise « Ok, où est-ce que j'en suis ?» et je me réengage et je revois intérieurement mon rapport et il voyait ça et je me rappelle, il avait demandé à Christine de faire une sorte de cahier ou de livre, d'imprimer quelque chose et puis ça avait été discuté pendant un petit moment pour voir où est-ce que ce livre pourrait être posé et comment est-ce qu'on pourrait avoir tous les Aurovilliens volontairement, à un moment donné, venir et signer et se réengager. Et puis après, à partir de là, tu revois avec ça devait être maximum dans les années 2000, ouais, autour de 2000, entre 99 et 2000. Je crois qu'on est en effet au cœur de ce que, quelque part, on nous demande, la conscience, le cœur collectif peut-être, demande aux Aurovilliens de repartir en effet dans un engagement qui est à un autre niveau et qui est défini en effet par cette première partie de la charte d'Auroville, qui est donc en effet être un serviteur de la conscience divine. Alors là, justement, je voulais faire une petite parenthèse. Pour moi, quand Mère a dit, bon, si ça vous gêne le divin, on met la conscience parfaite. Claude, tu disais, en effet, cette perfection que l'on est quelque part. Évidemment que c'est un engagement que tout être qui est tout Aurovillien, qui vient à Auroville pour s'engager dans cette aventure, eh bien, c'est quelque part, il est nécessaire de se rappeler qu'on est là pour quelque chose de particulier. Donc, on peut pas extraire, je crois qu'il y a une espèce de pudeur, une fausse pudeur, en fait, au niveau du collectif, qui confond, quand on dit en effet mère ou Sri Aurobindo, quelque part, on parle d'une conscience supérieure. Il faut arriver à démystifier aussi le côté mère et Sri Aurobindo, dans le sens où on peut très rapidement retomber dans le côté religieux. Et ça, c'est tout à fait dangereux. Il faut faire très attention à ça. Mais en même temps, on peut savoir de quoi on parle quand on parle de une conscience parfaite. Donc c'est un mouvement. C'est un mouvement que chaque personne qui vient ici lâche beaucoup de choses pour quelque chose de supérieur. Donc c'est là où on a un point commun. Et c'est sur ce quelque chose-là qu'on pourrait mettre des noms ou un travail, en fait. Un travail qui prendrait la forme à définir, mais qui passerait par quelque chose de très clair. C'est le début, c'est la première partie de la charte d'Auroville. C'est l'engagement individuel pour une expérience collective qui est à un autre niveau d'engagement. Et j'aime bien l'idée que tu as dit, Kripa, au niveau de ça, de rappeler par rapport à ce que Kirit avait demandé, parce que quelque part, on voit bien que petit à petit, cette aspiration collective a dégringolé un peu les étages vers quelque chose de beaucoup plus pragmatique, pratique, et donc en perdant un peu la flamme, justement l'aspiration. Je pense que cette phase d'Auroville, cette nouvelle étape d'Auroville, devrait repartir à ce niveau-là, en fait. Et je raisonne beaucoup à ce qu'elle a exprimé aussi par rapport, en effet, à des choses qu'on a vécues, des expériences qui ont été vécues et qui nous ont
donner cette foi qui demeure malgré toutes les difficultés et qui doit être cultivée d'une façon réellement presque, je dirais, méthodique. C'est-à-dire qu'il faut appliquer aussi nos instruments à cette aspiration. C'est-à-dire qu'on a un mental. Mère disait, la première chose, c'est qu'il faut avoir une clarté dans le mental. Quand vous formulez une question, il faut qu'elle soit très claire, si vous voulez une réponse. Donc, à nous de trouver les bonnes questions, de formuler ces bonnes questions pour avoir des réponses à des niveaux supérieurs de conscience. Donc, il y a un travail réellement de groupe à faire, qui est un travail aussi très, très pragmatique, très accessible à l'heure actuelle. Quelles sont les questions pour lesquelles on voudrait des réponses pour la nouvelle étape d'Euroville? Alors pour le coup, j'ai pas de clarté mentale, mais il y a comment dire, il y a quelque chose d'assez joyeux et excité à l'idée pour moi de si on se met d'accord que justement chacun renouvellerait son propre engagement et quelque part est un moment de miroir et s'assoit avec soi-même avant de signer, mais donc ce moment de reprise et de re-ownership of our, commitment, et comment ça se traduit dans le collectif. Alors je parlais d'espace de silence où justement on acknowledge vraiment qu'on est dans ce beginner's mind et qu'il y a plein de choses dont on ne sait pas. Après, on va pas passer des années, pourquoi pas, mais on peut avoir des espaces dédiés au silence, mais après, on peut avoir des brainstorming parce que c'est quand même hyper fun d'échanger, de partager, d'avoir ce bubbly. Moi, j'adore les challenges intellectuels aussi, donc pour moi, le mental est un outil qui est vraiment qui a sa lumière et sa puissance. Il y a la créativité, l'imagination dont tu parlais la dernière fois aussi, qu'on ait des espaces comme ça où on nourrit ces nouveaux muscles, en fait, cette intuition nouvelle. Et pour moi, où on pratique et en fait, encore une fois, pour revenir sur l'idée de pourquoi est-ce qu'on reste dans des schémas fixes, alors que finalement, on pourrait avoir des espaces et quelque part des collective agreements où on se fait des trainings, mais on s'amuse, quoi. On se fait des trainings, on apprend à être dans l'intuition, on apprend à être dans le silence, on apprend à développer, à être dans des espaces hyper créatifs où, je sais pas, tu peux écrire sur tous les murs, enfin, tu peux, tu vois, exprimer des idées sous plein de formes, sous plein de couleurs, via plein de médiums, enfin, et je pense que c'est encore une fois, pour moi, on en revient à l'attitude intérieure de comment se détacher on doit être parfait. Effectivement, on n'est pas dans un système religieux, et même le silence que je proposais, il peut avoir une tendance à se prendre très 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 au sérieux. Ça devient hyper rigide et ça devient hyper glauque. Et d'un coup, ça m'a fait un peu peur. Donc, c'est comment revenir vraiment à l'expérimentation où on s'entraîne ensemble, on goûte ensemble. Et parallèlement à ça, la dernière fois, je proposais, alors je ne sais pas pourquoi je visualise ça, mais j'ai vraiment cette idée que l'on puisse... Parce quand j'étais dans les groupes, il y avait quelque chose pour moi, je ne sais pas si vous y avez été dans les groupes, mais il y a quelque chose pour moi qui me semblait tellement pas OK, qui était, on est un groupe de 7 ou de 8, et il y a quelques personnes dans Auroville qui sont au courant de ce qui se passe dans notre corps collectif. Et je suis d'accord qu'il y a des données sensibles, mais il y a quelque chose où c'était pas OK. Parce que du coup, quand on n'est pas informé de ce qui se passe, on est moins responsable. Et il y avait donc ce manque de connaissances, ce manque de partage de responsabilité, ce manque de partage de transparence, du coup. Et donc, je reviens à l'idée qu'on pourrait avoir afin que nous soyons plus aware et informés de notre corps collectif, comme ces maps que je voyais un petit peu en ligne, mais comme des calques. Je ne sais pas si vous voyez des calques. Et il pourrait y avoir un map de circulation de richesse, et pas que de l'argent, évidemment, de richesse sous plein de formes, des échanges de temps, de talents, mais aussi d'argent. Encore une fois, il y avait le calque peut-être conflit, inflammation du corps collectif,
et avec des appels de soutien et de ressources à tel et tels endroits, afin que, encore une fois, il y ait ces groupes ad hoc qui se créent et qui pratiquent ces nouveaux muscles ensemble, ces nouveaux muscles de... Voilà. Et je m'en fous en fait de l'idée. Ce que je trouve très intéressant, c'est d'être en mouvement et en quelque part dans une gymnastique intellectuelle, spirituelle, énergétique, émotionnelle, ensemble. Moi, franchement, je trouve ça hyper fun, quoi. Mais vraiment hyper fun. Peut-être, en effet, les formes n'ont pas, actuellement, sont difficiles à définir parce que, d'après ce qu'on peut ressentir de nos partages, ce qui est important, c'est de créer la dynamique. C'est de refaire, comme dans le Tao, il y a ces deux forces dynamiques avec le centre au milieu, mais on a l'impression qu'on a perdu un peu notre centre parce que la dynamique des deux mouvements, en fait, ou de ce mouvement yin et yang, qui correspond à cette philosophie du Tao, mais on peut la voir dans la vie entière. Hein, c'est la même. C'est que dès que cette dynamique en fait s'arrête ou tout au moins ralentit, naturellement le centre perd son intérêt, perd sa force de cohésion. Et je crois que la dynamique qui est mise en route à travers, ayant pour centre l'être psychique, c'est-à-dire en fait notre divinité intérieure, c'est ça le centre. C'est autour de ça qu'il faut recréer cette dynamique. Appelons-la comme on veut, définissons les choses, mais de toute façon, on doit arriver très rapidement à un dénominateur commun qui passe au-delà des formes, c'est-à-dire vraiment la recherche de l'unité, la recherche du centre et de l'unité. Donc, cette dynamique, je crois que peut-être que les formes, on peut en définir plusieurs en effet, mais est-ce que c'est possible maintenant? Je ne sais pas. Peut-être qu'elles vont venir au fur et à mesure où le mouvement de partage que tu débutes en fait avec ces différents groupes va prendre sa force, créer une dynamique. Et à travers ça, il va y avoir quelque chose qui va se définir de plus en plus. J'ai l'impression. À voir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger très rapidement. Mais le processus de mise en route, la dynamique, me semble la chose importante à l'heure actuelle. Oui, dans ces questions d'organisation collective, on a en tout cas une certaine expérience et de pas mal d'échecs. Je me souviens par exemple l'histoire des cercles. Au début des années 2000, il y a eu un mouvement qui était généreux d'ailleurs au départ en disant mais il faut qu'on organise davantage le partage sur le plan matériel. Et donc, il s'était créé beaucoup de cercles, en fait. Il y en avait, je sais pas, au moins 7 ou 8 ou 9. Et des gens, bon, c'était des groupes de 15 ou 20 personnes, mettons, et qui, jusqu'à un certain point, mettaient en commun des ressources. Et j'en parle parce que, pour moi, c'était assez fascinant, finalement, de voir à quel point une intention qui était tout à fait légitime et valable, et je dirais même sincère, a pu finalement se défaire assez vite parce que il n'y avait peut-être pas eu une assez grande prise en compte de ce que c'est que la nature humaine, de ce que c'est que les difficultés interpersonnelles. Et la plupart de ces groupes finalement se sont défaits parce que les règles du jeu étaient peut-être pas vraiment bien définies. Chaque groupe devait les définir en quelque sorte. Et je sais que pas mal de gens se sont fatigués, notamment parce que dans des cas comme ça, il y a les contributeurs et ceux qui sont, il y a les nets contributeurs, il y a ceux qui. Oui, c'était au niveau économique. Excuse-moi, oui, c'était des groupes de partage économique. Et donc il y avait des gens qui pouvaient contribuer, et il y avait des gens qui avaient surtout besoin éventuellement de compléter.
Et je crois que l'achoppement, ça a été que dans beaucoup de ces groupes, il y a eu un comportement de certaines personnes qui a fini par fatiguer les gens qui contribuaient. Et en fait, la plupart de ces groupes ont arrêté assez vite, en fait. Tu vois. Et pourtant, ça avait été un effort énorme qui avait été fait à l'époque. D'ailleurs, curieusement, le seul groupe qui existe toujours, d'ailleurs, qu'on appelle CID, c'est un groupe de partage qui finalement a continué à fonctionner parce que chaque personne était spécifiquement responsable. C'est-à-dire que le groupe mettait en commun des ressources, mais ces ressources, ça voulait dire que les gens pouvaient par moment utiliser ces ressources, mais ils étaient quand même censés essayer de trouver le moyen de rendre ou de redonner, ou alors d'expliquer pourquoi. Et c'est assez ironique que celui qui était apparemment le moins idéaliste de tous les groupes est celui qui finalement continue encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est assez marrant. Donc si tu veux, pour moi, il y a quand même une sorte de leçon là-dedans, tu vois. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un aspect de mère que peut-être parfois on oublie trop souvent, c'est que c'était aussi extrême réaliste. Mère était quelqu'un qui avait elle était extrêmement concrète aussi, tu vois, dans sa façon de faire. Et donc c'est intéressant parce que je vois ces mouvements qui sont importants, ces moments où Auroville veut comme essayer de se ressaisir un peu une dynamique collective et tout, et essayer de la construire de la façon la meilleure façon possible. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et en même temps, je crois que c'est très important de garder un certain sens de ce qui est vraiment possible à un moment donné. Pendant notre long silence, j'étais pas du tout silencieuse dans ma tête et je repassais pas mal d'expériences de réorganisation collective qu'on a eue. Et je repensais justement à Kirit. Et pourquoi est-ce qu'on parle autant de Kirit pendant ces quelques séances qu'on passe ensemble? C'est parce que, en fait, Kirit a été un grand moteur dans la réorganisation du collectif. Et c'était énorme le travail qui a été fait avec lui, que ce soit justement au niveau des cercles avec l'économie, que ce soit, je me rappelle de meetings les uns après les autres avec toutes les unités, des grandes discussions sur la contribution, sur la raison d'être de ces unités, de comment ils voyaient leur contribution à Auroville, que ce soit au niveau du travail, au niveau du collectif, pourquoi est-ce qu'il y avait des unités qui restaient que sur une marge financière pour s'auto-financer, et qu'est-ce qui ferait que ces unités-là décollent pour financer beaucoup plus activement et massivement la communauté. Il y a eu des séquences de discussions sur l'éducation, sur l'entrée, le processus d'entrée à Auroville. Il y a eu vraiment tous les secteurs comme ça qui ont été revus, criblés. Il y a eu une énorme mobilisation de la communauté pour mettre en place des choses nouvelles. Me vient aussi à l'esprit cette fameuse retraite. Je ne sais plus exactement le nom de qui l'avait initié. C'était aussi quelqu'un qui avait proposé ça. Il y a énormément de bonne volonté dans Auroville. Et moi, à chaque fois, ça m'épate. Franchement et sincèrement, parce que même pour cette retraite-là, il y avait eu des groupes. Croissance, il y avait comme ça plein de thèmes, et pendant des mois et des mois, des gens ont travaillé ensemble avec un objectif de se retrouver tous ensemble pendant 3 jours, de partager le résultat de nos réflexions, et ça avait été vraiment pris au sérieux. Il y avait une sorte de dynamisme
et de vent dans la communauté qui était très, très, très positive. Dans le contexte de la retraite même, les 3 jours, finalement, ça avait été un peu pas si fantastique du résultat de l'input de ce qui avait été fait. Et même finalement, dans ce qui a été lancé pendant cette période avec Kirit, je ne sais pas trop ce qu'il en reste. Donc, c'est un véritable challenge, le collectif. Comment est-ce qu'on reste dans des choses qui sont finalement confortables? Et moi, je me rappelle dans les cercles, jeune enthousiaste et idéaliste que j'étais, bien plus que maintenant, quand Kirit avait amené les cercles, il a insisté énormément sur le fait que ce soit sur une base de volontariat. Et moi, je lui disais, mais si tu veux changer l'économie d'Euroville, il faut que tout le monde y participe. Il faut absolument que tout le monde y soit. Donc, il faut y aller et puis il faut qu'il n'y ait pas le choix. Si tu veux faire ça, s'il n'y a pas le choix, tout le monde doit signer. Et il m'a dit, mais non, pas du tout. Parce que s'il n'y a pas un mouvement intérieur qui accompagne une nouvelle expérience, elle ne marchera pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire humain avec des gens qui sont tous là par leur propre volonté? Parce que quand on rejoint Auroville, c'est un choix personnel et c'est une démarche qu'on fait individuellement. Mais chacun a son niveau de conscience et chacun est là pour faire ce qu'il a à faire. Et est-ce qu'on peut pousser la machine plus vite que ce qui se passe? Encore une question et pas de réponse, mais je ne sais pas. Moi, j'aime bien les questions sans réponse. Parce que pour moi, la question a un bénéfice par elle-même, en fait. Parce qu'elle met les choses en mouvement. J'aime beaucoup ce que disait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire que la grâce est disponible et elle est capable de balayer absolument toutes les contraintes et les problèmes matériels. Et c'est comme s'il y avait une forme de hiatus qui fait que collectivement, on n'est pas capable de reproduire ce qui se passe individuellement. Je m'explique. Moi, individuellement, j'ai une grande foi. Et je pense que c'est sans doute parce que tout ce qui s'est passé ces dernières années qui font qu'à un moment donné, j'ai accepté une forme de surrender. Et c'est à ce moment-là où il y a eu une forme de shift qui m'a vraiment appris, en fait, à distinguer ce qui se passe du côté humain et ce qui se passe du côté, je dirais, non humain. Et j'aime beaucoup ce que dit Elisa aussi, dans le sens où, oui, on est dans une place d'expérimentation. Il n'y a aucune raison qu'on reproduise des trucs qui se font ailleurs. C'est comme si on avait absolument tout. On est là avec la condition que pour être ici, il faut être un willing serviteur de la conscience divine. Et pourtant, on continue à se réunir et à discuter et à argumenter et à trouver et à voter. Donc, il y a une forme d'hypnose collective qui fait que à certains moments individuellement, en tout cas c'est ce qui m'arrive, je saisis quelque chose et je sais que tout est là. Donc je pense que on a tous certainement cette vision que tout est là et qui nous manque très peu pour y arriver, mais on n'arrive pas à le faire collectivement. Donc voilà, favoriser les initiatives personnelles. J'étais en train d'avoir lunch avec des amis et ils me disaient pourquoi on ferait pas comme si, pourquoi on créerait pas un concile de sages qui fait comme si, et c'est-à-dire trouver un moyen d'avoir un problème et de le résoudre par le silence. Et je sais pas si ça a déjà été expérimenté, ce genre de technique, mais voilà, on revient au pouvoir du jeu, au pouvoir du faire comme si. Et donc le concile des sages, c'est pas forcément aller chercher les plus sages d'entre nous, c'est aller chercher les gens qui ponctuellement, à un certain moment, sont capables de se relier intérieurement les uns avec les autres sur un plan et de capter cette grâce qui va faire résoudre
le problème actuel, et je pense qu'on est peut-être dans la meilleure constellation aujourd'hui à Auroville pour commencer ce genre d'expérimentation. Oui, quand je t'entendais, Kripa, pour moi, c'est vrai quand je vois tous les élans qu'il y a eu, les initiatives, et j'en vois des tout petits qui se sont passés autour de moi, en moi, et j'en vois des bien plus grands à un niveau de la communauté. Et finalement, il y a cette beauté dans le fait d'y croire, de se retrouver ensemble, de mettre nos énergies ensemble. Et en même temps, il y a ce plouf souvent, et derrière ça, il y a une forme d'épuisement. Et ça peut toucher parfois, j'ai souvent entendu dire des gens qui n'y croyaient plus en fait, qui se déconnectent même du sujet de la gouvernance parce que finalement, et qui reviennent plus à une croyance de gouvernance individuelle et que notre gouvernance collective va devenir que de là. Et du coup, si on était tous ensemble en tant que communauté, moi j'aimerais bien aussi poser des questions telles que, et vraiment je trouve que effectivement un des piliers de ce que l'on dit, c'est que la puissance des questions, plutôt que d'amener des réponses, c'est en fait quelles sont les questions vraiment intéressantes pour nous, avec lesquelles on peut avancer. Et pour moi, d'aller recueillir un petit peu les fruits de notre histoire, qu'est-ce qui nous a un petit peu drain, tu vois, qu'est-ce qui nous a un peu pesé, qu'est-ce qui a été pesant toutes ces années, et qu'est-ce qui a été upliftant, quels ont été les moments et quels étaient les clics qui ont fait que, ou les ingrédients qui ont fait que, paf, il y avait des dynamiques upliftantes, et qu'on puisse être justement un laboratoire, selon moi, ne fait pas des expériences pour rien. Alors, je fais totalement confiance qu'à un niveau énergétique et plus subtil, on enregistre les choses et que les expériences se vivent en nous, et au niveau de la conscience, elles nous apportent quelque chose et on avance avec les fruits de cette expérience. Il n'empêche, on est un laboratoire. Pourquoi est-ce qu'on ne documente pas sous une forme, sous une autre, nos expériences, et qu'on garde quelque part un fil d'or où on construit un petit peu avec des points clés. Qu'est-ce qui nous a amené plus de confiance, plus de foi dans ce collectif? Qu'est-ce qui nous a uplifté? Qu'est-ce qui nous a amusé? Qu'est-ce qui a créé ce lien sous différentes facettes? Je crois qu'il y a des questions clés qu'on pourrait se poser pour regarder le passé, pour poser dans le présent et voir quels sont les premiers pas qu'on pourrait faire ensemble sur ces pages blanches. Les plus grandes découvertes, les Eureka, se sont faites en ne cherchant pas. La découverte n'était pas l'objet de la recherche. Repensant aux années avec Kirit, je me souviens que quand j'avais appris que Kirit était nommé chairman, ça m'avait donné une émotion considérable. Et je me souviens, j'étais même en larmes et je me disais, ça y est, Auroville redémarre, c'est fantastique et tout. Et finalement, au bout du compte, quand on fait le bilan, c'était pas si fantastique que ça. C'était à la fois très bien et en même temps un peu décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre, tu vois. Et ce qui m'a donné, ce qui est très apparent, c'était qu'au fond, la difficulté, c'est qu'il y a des pièges. Et je pense que, par exemple, un des pièges dans lesquels Kirit a été plus ou moins forcé de tomber, c'était le problème du matrimondir. Il y a eu une énorme crise du matrimondir. C'était à l'époque où il y a eu le groupe qui a été éliminé et tout. Et c'était une crise, mais très, très dure. Je me souviens, on allait avec Serge voir les gens du MM Group à l'époque. Et ce qui nous avait frappé, c'était que il y avait chez ces gens-là, me semble-t-il à l'époque, une attitude du genre « Ah bon, très bien, alors vous êtes d'accord avec ça, c'est parfait. Alors maintenant, quoi de plus ?» C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Bon, d'accord, on peut… » Non, c'était l'impression qu'il fallait toujours qu'ils aient davantage. Et ça s'est écroulé, bien entendu. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu… Mais ça a créé pour Kirit une crise énorme qui a même affecté sa santé, puisqu'il a failli vraiment mourir à ce moment-là. Et peut-être que quelquefois aussi, on ne se rend pas compte à quel point Auroville est un endroit contre lequel des forces énormes
luttes, des forces qui s'opposent, parce que finalement elles savent, comme avait dit cette Asura amère, je sais que tu me détruis, que je serai détruit, mais en attendant, je vais tout casser. C'est ce qu'avait dit Satprem. Un jour, il avait dit à Luc, mais est-ce que les petits Aurovilliens se rendent compte du clash gigantesque de forces qui se bataillent au-dessus d'Auroville? Et donc, je ne crois pas qu'il faille qu'on se crée une crainte artificielle de ces choses-là, mais je pense que c'est important de rester conscient que les résistances que nous manifestons tous, chacun à notre façon, elles sont aussi aiguillonnées par des forces qui veulent à tout prix bloquer ce qui est une menace fondamentale pour ces forces, en fait. Parce que Auroville, là, quelquefois, on se demande, les stratégies du divin sont surprenantes, parce que qu'est-ce que c'est que ce moucheron de rien du tout qui s'appelle Auroville, qui potentiellement serait l'endroit où il y aurait le surhomme. Je veux dire, la disproportion entre l'apparence, l'importance d'Auroville et les enjeux, même pas seulement du monde, mais plus là, c'est absolument renversant finalement. Donc on est dans ce mystère extraordinaire des méthodes du divin, s'il en a, j'en sais rien. Et nous, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut arriver à saisir, tu vois. Mais ça, je pense qu'il faut qu'on en ait conscience. Moi, je ressens qu'on tourne autour du cœur de la question, en fait, et c'est vraiment, ça donne vraiment une joie intérieure parce que c'est là où se situe vraiment le challenge d'Auroville. Alors, il y a une chose que je ressens aussi, c'est que au début d'Auroville, le monde n'était pas du tout au stade où il est actuellement. Et le côté pionnier d'Auroville, en effet, est assez remarquable dans le contexte dans lequel le monde était en 1968. Et à l'heure actuelle, moi, ce qui m'étonne et me réjouit, en fait, c'est de voir comment le monde bouge, et aussi bien dans le côté chaotique, mais alors, par contre, au niveau aussi des prises de conscience qui s'opèrent dans beaucoup de groupes, de groupes qui parlent du divin, qui se réunissent autour de cette recherche vraiment spirituelle, dans le grand sens du terme, en fait. Et je trouve qu'Auroville, c'est la dimension d'Auroville avec le monde, aussi, que je crois fondamentale, parce que Mère a été très, très claire à ce niveau-là. Elle a dit qu'Auroville était pour la Terre, hein, pour l'humanité. Et quelque part, cette ouverture d'Auroville au niveau du monde, et pour moi, fait partie aussi de la prochaine étape. Comment Auroville se relie d'une façon beaucoup plus consciente et volontaire à toutes ces grandes, ces mouvements qui sont en train de naître un peu partout dans le monde, où le divin est un peu le cœur de la question. Et je pense qu'en effet, peut-être, espérons-le, mais on a des raisons de l'espérer, que Auroville a contribué à permettre cette évolution, en fait. Et moi, je me rappelle, je suis parti en 1968, je suis resté 17 ans sans revenir en France. Je suis revenu en l'an 2000, après 17 ans, et j'étais sidéré d'avoir des rapports totalement différents avec les gens et de voir des recherches qui s'opéraient autour de partenaires avec le divin ou le divin, alors qu'en 68, on parlait même pas de la conscience. Et du divin, n'en parlons pas, moi, le Dieu religieux, mais bon. Et donc ça, c'est formidable. Ça prouve bien qu'il y a une grande évolution qui s'est opérée dans le monde. Et je pense qu'Auroville a le devoir de trouver des ouvertures et créer des ouvertures et des synergies avec le monde et tous ces groupes qui aussi travaillent dans ce sens. Merci à tous et puis à une prochaine. Thank you for listening to this testimonial. If you would like to take part in this project on the inner being, or if you have any questions or comments for our team or participants,
please feel free to contact us using the email at the bottom of this web page. This is Orville Radio, voices from the city of Dawn.